Je vais donc donner la parole comment, à, à Jean-Baptiste Méric, qui était dans la salle, qui arrive. Et juste après l'intervention, puisqu'on va voir la perspective maintenant avec les plans cancer et maintenant la stratégie décennale. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner l'occasion, encore une fois, de diffuser cette stratégie décennale de lutte contre les cancers. Cette stratégie qui n'est pas la stratégie de l'Institut, même si nous, on a été là pour la mettre sur le papier. C'est notre stratégie à tous, citoyens, puisqu'on a la chance qu'elle soit portée au plus haut niveau de l'État. Et donc, je vais vous en dire rapidement quelques mots et puis se centrer sur comment ce sujet des aidants est abordé dans cette stratégie décennale de lutte contre les cancers. Et je remercie tout particulièrement Gabriela Arsenault, qui est assise un petit peu là-bas, qui dans nos équipes s'occupe plus particulièrement de ce sujet en ce moment et qui nous aide à construire tous ces contenus. Alors, rapidement, vous dire pourquoi on a une stratégie décennale de lutte contre les cancers. Effectivement, après 3 plans cancer, on passe à une autre étape dans la maturité de nos politiques publiques de lutte contre les cancers, avec des constats qui sont qu'est-ce qui restait en grande difficulté après ces 3 plans cancer. Premier élément, le fait que des cancers soient évitables, que ce soit 40% des cancers qui soient évitables et qu'il y a donc une place importante pour la prévention dans notre pays. Le fait que 2 personnes sur 3 vont souffrir de séquelles encore 5 ans après un cancer. Et le fait que, malgré les progrès enregistrés, certains n'en ont pas bénéficié, notamment dans les cancers de plus mauvais pronostic, pour lesquels les médianes de survie restent trop faibles et pour lesquels elles n'ont parfois pas bougé pendant 5-10 ans passés. Donc, la stratégie, elle vise à répondre à ces enjeux, à y répondre avec des axes que vous voyez là et qui sont nécessairement en réponse, avec un axe de prévention, un axe sur les séquelles, un axe sur les cancers de mauvais pronostic et puis un axe supplémentaire qui est celui du traitement des inégalités, de façon à s'assurer que pour l'ensemble des personnes, dans l'ensemble des territoires, elles puissent bénéficier des mesures qui seront proposées. Elle a été co-construite, on va passer rapidement sur ces premières diapos, mais vous dire qu'elle a été co-construite, cette stratégie, avec 2 consultations citoyennes avant et en évaluation, et avec l'ensemble des usagers et de tous les représentants de la population qui ont bien voulu se manifester. 234 mesures, on ne va pas les lister toutes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui comportent des actions qui peuvent aller dans le sens d'améliorer la vie des patients et des aidants et d'améliorer le service qui leur est rendu. Et puis, il n'y a pas d'axe recherche, vous l'avez vu, parce que la recherche, elle est partout, que ce soit la recherche fondamentale biologique, la recherche clinique, la recherche en sciences humaines et sociales, on la retrouve dans l'ensemble des mesures pour faire avancer l'ensemble des sujets. Alors, je vais passer très vite sur quelque chose qui pourrait être un catalogue. Vous dire qu'il y a plusieurs chapitres sur l'axe 1. Alors, j'en ai pas coloré certains spécifiquement, parce que cet axe 1, il va intéresser l'ensemble de la population, donc les aidants compris. Quand on passe sur les séquelles, alors c'est dommage, je vous ai dit que j'en avais coloré, mais là, évidemment, ils n'apparaissent pas colorés, mais j'avais coloré les mesures dans lesquelles on pouvait retrouver plus spécifiquement des choses sur les aidants, mais on va en parler après. Vous voyez qu'il y a quand même un chapitre aidant spécifiquement, on le disait tout à l'heure, c'est important que dans nos politiques publiques, il y ait des chapitres spécifiques, comme dans le plan soins palliatifs, c'est le cas dans la stratégie décennale. Je vais donc passer assez rapidement sur les axes, puisque les couleurs que j'avais mises ne sont pas apparues dans cette version-là, j'en suis désolé. Et passer à des mesures un peu plus emblématiques de la stratégie dans lesquelles on va retrouver, c'est là que les couleurs réapparaissent heureusement, des choses qui vont concerner un peu plus les aidants. Alors, j'ai mis là des mesures qui intéressent très directement parfois les patients et de montrer comment elles vont être reliées avec des mesures qui vont intéresser les aidants. Et puis après, je vous parlerai évidemment du chapitre spécifique sur les aidants. Ces mesures emblématiques, c'est par exemple dans le soin, d'aller plus vite sur le diagnostic, notamment le diagnostic des cancers de mauvais pronostic. C'est d'accompagner l'équipement de notre pays avec plus d'IRM, avec plus de TEP scan, avec des mesures financières importantes. Là, c'est 30 millions d'euros sur 3 ans qui vont être mis en œuvre. Donc, vous voyez, c'est vraiment d'enrichir les capacités à aller plus vite pour les professionnels, d'accompagner par exemple l'offre de biologie moléculaire, ce qui permet de caractériser les cancers pour donner des thérapies ciblées sur chaque mécanisme de fonctionnement. Donc cette idée qu'on va personnaliser les traitements, qu'on va amener l'innovation, c'est une innovation technique, mais c'est aussi une innovation organisationnelle. C'est par exemple le dispositif de fin de traitement, qui est donc en fait
comme l'annonce, mais à la fin des séquences de traitement, pour, comme disait Fadila tout à l'heure, se donner des temps forts dans le parcours où on réévalue les besoins et pas seulement au moment de l'annonce et puis on a catégorisé le malade, on a catégorisé ses aidants, on a catégorisé les problèmes et puis c'est parti pour le parcours. Ben non, il va falloir revoir ça à différents temps du parcours. C'est par exemple dans le suivi, l'encouragement de la télésurveillance. Et la télésurveillance, on sait bien que dans les dispositifs de télésurveillance, le patient renseigne des informations, mais très souvent, il ne les renseigne pas seul et elles peuvent être renseignées avec ou par l'aidant. Et il y a probablement là un sujet pour aussi attraper à ce moment-là des informations et avoir des questionnements vers les aidants. Donc ça, c'est vraiment la séquence de traitement où vous voyez qu'il y a des mesures dans lesquelles il n'y a pas directement le mot aidant, mais à l'évidence, les aidants vont avoir leur place, par exemple dans ce dispositif de fin de traitement, par exemple dans la télésurveillance. Et puis, dans les mesures de l'après-cancer, il faut aussi là intégrer les aidants parce que bien leur rôle se poursuit dans l'après-cancer, dans la gestion des séquelles, dans le repérage de ces séquelles. Et on va donc les intégrer, alors avec des actions qui certaines que j'ai citées là sont plutôt des actions sociales, donc notamment sur la réduction du reste à charge, parce que le reste à charge, il s'impute à l'ensemble de la cellule familiale, et on a vu que c'est vraiment un sujet de cellule familiale que ce sujet de l'aidance. Sur la question de ce qu'on appelle les parcours de vie, donc les dimensions psychosociales et économiques, et on en parlera à la fin parce que c'est un des exemples pragmatiques de ce que l'on commence à mettre en œuvre dans ces premières années de la stratégie dont je vous parlerai. C'est l'emploi, on en a beaucoup parlé, la conciliation maladie et emploi, donc maladie et emploi pour les patients, mais maladie et emploi pour les aidants. Ça inclut les problèmes des indépendants, ça inclut la question des périodes de blanc dans le parcours et des calculs de droit à la retraite. C'est des choses que l'on veut effectivement porter pour qu'il n'y ait pas une double peine d'avoir été malade ou d'avoir été aidant et en plus de le payer encore plus tard par des difficultés supplémentaires. Et quand on parle travail, on parle aussi travail des plus jeunes, c'est-à-dire les études. La question, là encore, de ne pas avoir des trous dans le CV qui posent question, mais au contraire d'avoir développé des compétences, comme on le disait, et de pouvoir les amener à contribution des parcours scolaires. Il n'y a pas aujourd'hui dans Parcoursup de cases je suis aidant et ça m'apporte des points, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait tout à fait imaginer et qu'on pourrait pousser. Dans les mesures transversales, alors évidemment, celles-là, elles vont concerner aussi les aidants, puisque c'est la lutte contre les inégalités. Par exemple, sur les cancers pédiatriques, vous voyez, il y a la question de l'accompagnement des familles. L'accompagnement des familles, vraiment dans le concret. L'hébergement, les transports, on en parlait tout à l'heure, vraiment comment la cellule familiale se réorganise, comment on va s'assurer de la présence des parents, comment on va concilier ça avec leur vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui débute cette année pour aider ces familles avec quelque chose qui va être co-construit avec les associations pour justement repérer quels sont les points de rupture dans les parcours et les points de difficulté. On va lutter, je vous le disais, contre les inégalités, inégalités sociales, inégalités territoriales, en adaptant nos actions à tous les niveaux. Ce n'est pas la même chose un enfant qui est malade à La Réunion et qui doit être évassané en métropole qu'un enfant qui habite à 50 km d'un établissement de santé. Les deux vont poser des difficultés, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Il faut qu'on soit capable de les prendre en compte. On travaille tout ça avec nos partenaires à l'international, notamment avec nos partenaires européens. Le sujet cancer et emploi, notamment, était une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Et donc, on travaille actuellement avec des acteurs européens sur ce sujet pour tirer parti des meilleures pratiques qui ont pu être mises en œuvre dans d'autres pays. Et puis, un sujet très transversal avec la recherche, c'est la question des données. Comment on arrive à traiter toutes les données dont on parle là dans tous ces dispositifs et à apprendre plus rapidement, à ne pas attendre des évaluations à X années, mais à tirer parti de façon immédiate de cette intelligence collective, de ce partage entre pairs, de ce partage des réseaux. Il y a là un enjeu majeur qui va être porté en grande partie par la plateforme de données en cancérologie et la filière intelligence artificielle qui sont en train actuellement de se monter. Premier comité de pilotage est cet après-midi pour l'un des deux. Alors, il y a quelques mesures très spécifiques qui interviennent pas que dans la rubrique aidant, d'ailleurs, il y en a dans d'autres parties de la stratégie. La première, c'est cette question qu'on a libellée, identifier les aidants. Et on l'a vu, identifier les aidants, alors sans les stigmatiser, on a bien compris toutes vos remarques, et rassurez-vous, on va dans le même sens. C'est quand même cette idée que, on l'a dit, Anoucha disait tout à l'heure, on est dans l'ombre. Donc voilà, c'est aussi faire sortir les aidants de l'ombre, les faire sortir de l'ombre vis-à-vis de l'hôpital en premier lieu et des soignants bien sûr. Et Gabriella mène en ce moment, voilà, avec un de nos prestataires, une enquête notamment sur ce sujet pour voir comment ces aidants vont être perçus et comment on peut faire
bouger cette perception déjà dans le milieu du soin, mais ça va au-delà, c'est en entreprise, c'est dans les collectivités. On travaille beaucoup avec les collectivités territoriales dans cette stratégie décennale qu'on n'avait pas forcément dans le viseur avant. On avait acquis le champ de l'entreprise, là on complète avec le champ des collectivités, notamment en prévention. C'est la création d'un observatoire des aidants. Alors attention, ce n'est pas un énième observatoire, il s'intègre bien avec la stratégie nationale aidant et avec la direction générale de la cohésion sociale. C'est juste l'idée qu'encore une fois, dans le cancer, on a des moyens, on a la possibilité de peut-être modéliser quelque chose qui servira pour d'autres pathologies, mais c'est évidemment en lien avec d'autres plans et ce n'est pas une surcouche. Notre mission première, c'est coordination des politiques publiques de lutte contre le cancer. Donc on coordonne, on essaye de pas rajouter. C'est en lien aussi pour le répit et l'information avec le plan national soins palliatifs. On avait une première visio de calage de nos actions avec eux il y a 2 jours et on se voit bientôt avec Sarah Doshi et Giovanna Marsico, à la fois dans le cadre du comité d'expertise du Centre national, mais aussi en dehors pour bien caler nos actions et justement pas faire doublon. Mais ça fait partie bien évidemment de nos priorités que l'on puisse offrir aux aidants des lieux de répit et d'information. Et dans la stratégie décennale, on l'a envisagé à la fois comme un lieu de répit qui permet un temps de repos, mais aussi de se dire comment on met ce temps de repos pour en profiter, pour attraper l'aidant et le convaincre qu'on peut lui amener quelque chose, le convaincre que oui, le soutien psychologique qui lui a été proposé, c'est peut-être le moment de revenir dessus, de s'interroger, en gros de capter ces 19% là dont on a dit 1 sur 5 qui ne prend pas en compte les aides. Peut-être que dans ce moment-là, quand il est en train de penser un peu plus à lui et qu'il est un peu déchargé de cette charge mentale, on peut l'amener à ça. Je vous le disais, c'est les actions sur la conciliation de la vie professionnelle et le statut de malade ou le statut d'aidant, là en l'occurrence. Donc c'est vraiment cette question de la désocialisation, des aides financières, c'est la question de l'accès au congé, c'est la question de la flexibilité de tout ça et de se dire que quand on est aidant, on a peut-être besoin d'une flexibilité dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans les années pendant lesquelles s'étale la maladie et l'après-cancer, et donc de trouver des moyens qui vont permettre cette souplesse à nos organisations. Un point particulier, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le soutien renforcé dans ce plan. C'est que pour les cancers de mauvais pronostic, on va avoir une intervention plus forte, plus rapide, vers des populations qui auront moins de temps pour se préparer à toute l'évolution de la maladie. D'autres mesures vont concerner les aidants. Dans le parcours du patient, c'est la meilleure intégration dans les temps forts. C'est des programmes d'éducation thérapeutique qui intègrent les aidants, qui se systématisent dans les temps du parcours où on en a besoin. C'est la question des soins de support, et notamment dans le panier de soins de support, vous savez qu'il y a le soutien psychologique pour les aidants. Donc ce panier de soins de support, il va être élargi progressivement. Il pourra être élargi aussi pour les aidants, et avec l'idée de la bonne coordination de ces soins de support. Les réseaux régionaux ont un rôle extrêmement important à jouer là-dedans, puisque c'est eux qui constituent les annuaires de soins de support, et avec l'idée d'amener ces soins de support, notamment sur la base du forfait de l'après-cancer, qui demain pourrait s'élargir lui aussi. En tout cas, on va essayer de porter ça fortement auprès de nos amis du ministère, et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, intégrer des choses pour les aidants. C'est aussi de s'intéresser à l'aidant lui-même. On l'a vu, les aidants, leur santé est moins bonne que les autres, on le sait, et pour autant, ce n'est pas une de leurs préoccupations. C'est même tellement pas une préoccupation, ils sont tellement dans le penser à l'autre que vous avez vu, c'est « Ah non, ma santé à moi, on s'en occupera après. Par contre, si j'ai un conseil à donner aux futurs aidants, c'est occupez-vous de votre santé. » Donc, ils sont vraiment dans cette dissociation où il faut qu'on les amène à s'occuper de leur santé, qu'on les amène à des actions de prévention. Un aidant d'un patient qui a un cancer de mauvais pronostic, notamment les cancers liés au tabac, sa probabilité d'être lui-même fumeur, elle est plus importante que dans le reste de la population. Donc on a des actions de prévention à mener vers lui. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on attrape. L'intégration dans les communautés pour le soutien par les pairs, elle est écrite dans notre stratégie, mais j'en dirai pas plus parce que clairement c'est vous qui l'apportez et vous l'avez parfaitement illustré et vous avez montré à quel point elle est importante pour intégrer, sans forcément le nommer, sans forcément mettre une étiquette, ce rôle d'aidant, pour se sentir aidant, se vivre aidant, quel que soit le terme ou quelle que soit la façon dont on veut le nommer. Et puis, c'est l'allègement de la charge mentale, l'allègement de ce qui est le premier point. Vous avez vu, 84% des gens qui disent « Moi, si on pouvait m'aider sur un truc, c'est tous ces documents administratifs, tout ce fardeau permanent auquel on ne comprend rien. » Eh bien, une des actions pour illustrer ce que l'on fait, c'est actuellement notre appel à projet. Parlez-en aux soignants autour de vous. Appel à projet Agir en santé publique, eh bien, il y a dedans, parmi d'autres axes très intéressants, mais il y a celui-là sur les parcours de vie personnalisés en mobilisant des acteurs du champ social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va amener des acteurs qui sont nécessairement de la ville et de l'hôpital. On a vraiment envie que ce soit à l'échelle d'un territoire. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de dire, voilà, dans notre territoire, voilà comment ça se passe pour
tout ce lien entre le social et le médical. Et voilà comment on peut s'organiser mieux. S'organiser mieux pour que, pour chaque patient, il y ait un dossier unique qui lui permette de ne pas raconter X fois sa maladie quand il va dans du social et de ne pas raconter X fois les prestations sociales qu'il comprend parfois mieux que les gens auxquels il parle quand il va dans le sanitaire. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau macro, ça nécessite quoi? Ça nécessite que les gens se soient parlé. Quand on a des associations de patients atteints de glioblastome qui viennent nous dire on fait des demandes de cartes à la MDPH, on les reçoit généralement le lendemain du décès, c'est un peu embêtant, effectivement, on comprend bien leurs difficultés. Et on comprend bien que là, on a besoin que ça ne soit pas au niveau du dossier patient, mais qu'au-dessus, ça se soit parlé. Qu'entre le réseau, entre les établissements, entre les 3C, entre la CPTS concernée et la MDPH et les CCAS et le réseau social local, on se soit parlé pour se dire « Ok, on va donner une priorité cancer parce que ça représente une part importante de personnes qui doivent avoir accès à ces droits-là et qui aujourd'hui sont dans le non-recours, sont dans le sous-recours parce qu'on ne s'est pas parlé, parce qu'on ne leur a pas donné les clés. Donc c'est vraiment des projets qui vont viser à ces deux niveaux. Niveau on se parle entre institutions et niveau on met des réalisations extrêmement pratiques. Donc on attend des candidatures pour ces projets et on espère bien en avoir pour pouvoir capitaliser sur ces actions à l'avenir. Tout ça pour vous dire que pour conclure, on a collectivement la chance d'avoir dans notre pays de l'argent pour cette stratégie décennale. Ce n'est pas le budget de l'Institut. L'Institut, on n'a pas changé en nombre de personnel, on continue avec le même budget. Par contre, c'est plus 20% pour cette stratégie décennale par rapport à ce qu'on connaissait dans la période des plans cancer. C'est un investissement fort de notre pays pour la lutte contre le cancer et une part significative sera consacrée à prendre en compte cette problématique des aidants. Ça a démarré, on est déjà à presque une centaine de mesures qui ont démarré, avec pas mal de choses qui, dans des premiers temps, étaient des états des lieux, de la concertation pour passer maintenant à l'action. C'est le cas avec ce premier appel à projet, il y en aura d'autres dans ce champ, donc je vous invite à les suivre. Et en tout cas, nous, on reviendra régulièrement vers vous autant que vous le souhaiterez pour vous tenir informé de tout ce que l'on fait dans cette thématique et puis surtout pour que l'on se nourrisse de toutes vos informations et qu'on aide à coordonner cette politique publique. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous nos orateurs d'avoir contribué à faire de cette matinée une matinée extrêmement riche en contenu, en réflexion, en propositions. Et merci à tous les modérateurs d'avoir autant travaillé. Je tiens à remercier particulièrement nos deux modératrices qui sont aussi vice-présidentes de l'association, donc Françoise Célin et Dominique Thierry, secrétaire de l'association Cancer Contribution, à Olivier Callon et à Patrick Payan qui ont fait un travail formidable. Patrick est bénévole de l'association, qui ont fait un travail formidable pour vous concocter un programme très intéressant. Merci à tous nos partenaires. Merci donc aux partenaires associatifs, 21 associations. Je vais trouver une diapositive pour toutes les visualiser parce que quand même, sans elles, nous n'aurions pas pu être aussi efficaces aujourd'hui et préparer aussi bien l'après-midi qui nous concerne aujourd'hui, puisque c'est grâce à leur richesse aussi qu'on va pouvoir produire des recommandations très importantes. Donc merci à l'ensemble de ces associations qui nous ont soutenus pour la réalisation du baromètre et pour la réalisation également de cette journée, et en particulier nos collectivités locales, territoriales, les centres hospitaliers, Gustave Roussy qui nous prête ses locaux et qui nous a accompagnés aujourd'hui, et enfin le soutien financier de la région Île-de-France et de Takeda pour pouvoir aujourd'hui vous présenter tout ça. Donc je n'ai plus qu'à vous inviter à nous suivre et lire, pour ceux qui sont à distance, le rapport qui conclura cette journée, qui intégrera les ateliers qui ne seront possibles qu'en présentiel, puisque l'objectif est de favoriser l'interaction.